Au début des années 2000, la France découvre le portrait d'un macabre tueur en série. Celui que l'on surnommera l'ogre des Ardennes a fait entre 1987 et 2001 près de 7 victimes. Avec la complicité de sa femme, il enlève, viole et tue près de 7 jeunes femmes âgées de 21 ans à 12 ans. Michel Fourniret représente sûrement aujourd'hui le pire tueur en série français que l'on a connu. Mais qu'est-ce qui a mené cet homme à tous ces crimes et plus encore, qu'est-ce qui a mené sa femme à le suivre dedans? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Michel Fourniret naît le 4 avril 1942 à Sedan, donc en France, et il naît dans une famille qui est assez modeste, et lui est le benjamin d'une fratrie de 3. Donc sa mère, elle, pour vivre, fait des ménages, et son père, lui, est ouvrier métallurgiste, donc c'est en effet une famille plutôt modeste, mais il ne manque pas non plus de grand chose dans son enfance. Cependant, c'est vrai qu'il souffre pas mal de la mésentente de ses parents, puisqu'en effet, il y a beaucoup de disputes au sein du foyer, et c'est à ses 12 ans que ses parents ont finalement divorcé, et que son père va quitter le foyer pour ne jamais y revenir, et ça va être vraiment une grande blessure pour Michel Fourniret, puisqu'il aimait beaucoup son père comme il aimait beaucoup sa mère, mais se voir abandonné lui a créé une réelle souffrance. C'est d'ailleurs à la même période que naît son obsession pour la Vierge et pour la virginité qui va marquer l'ensemble de son parcours criminel en fait, parce qu'on va vraiment retrouver cette obsession de la virginité dans tous ses crimes. Finalement, à 21 ans, il obtient un CAP de dessinateur industriel et très rapidement il obtient un emploi derrière puisqu'il travaille pour plusieurs entreprises. Il entretient une relation avec celle qui va être sa première femme, donc elle s'appelle Annette, elle a 7 ans de plus que lui et c'est une infirmière avec qui il va même commencer à parler mariage et avec qui il va finalement se marier puisqu'elle sera sa première épouse. Mais malheureusement, peu avant son mariage, en fait, il découvre que sa femme Annette, qu'il pensait être vierge, ne l'est pas et il va le vivre vraiment comme une énorme trahison, comme quelque chose qu'on lui aurait volé, quelque chose qui lui était dû, puisqu'en effet Michel Fourniret s'est marié vierge et s'est gardé jusqu'au mariage, on va dire, et il comptait réellement sur sa virginité à lui, d'offrir comme un cadeau à sa femme, et donc il attendait en retour la même chose, mais ça n'arrive pas et il va vraiment être très blessé de ça. Mais le couple se marie sans problème et 1 an plus tard, ils accueillent leur premier fils. Mais malheureusement, ce portrait de la famille idéale ne va pas durer puisqu'en 1966, Fourniret a alors 23 ans, il va être accusé d'attouchement sur des fillettes de 7-8 ans sur lesquelles il aurait vérifié la virginité selon ses dires. Suite à la condamnation qui vient, Annette, elle part, elle se sépare de Michel Fourniret, donc le couple divorce, et Fourniret partira à sa sortie vivre en région parisienne. C'est là-bas qu'il va rencontrer donc une dessinatrice du nom de Nicole et avec qui il va même avoir 3 enfants, donc le couple va bien pendant un temps, mais très rapidement le mariage s'étiole et va finalement échouer. Donc là on avance pas mal dans le temps puisqu'on est en 1984, il a alors 42 ans et ses premiers crimes commencent puisqu'il est interpellé pour tentative d'agression sexuelle et il va donc être interrogé par les policiers et là il va faire une déclaration assez surprenante. En effet, il va avouer aux policiers qu'il est l'auteur de plus d'une quinzaine d'agressions depuis la fin des années 70 dans ce même département et donc il va clairement se dénoncer dans les affaires d'agression sexuelle qu'il avait pu avoir. Donc Michel Fourniret, dans toutes ses agressions sexuelles ou ses tentatives d'agression sexuelle, ce qu'il recherche vraiment c'est un profil très précis de victime puisque toujours dans sa lignée de l'obsession de la virginité, de la pureté, qui recherche absolument, ces victimes doivent être vierges et si elles ne le sont pas, il vient même à en relâcher certaines qui ne correspondent pas à son idéal et à ce qu'il recherche et donc c'est vraiment dans cette obsession de la virginité qui va fonder tous ses crimes. Le 26 juin 1987, il va comparaître devant une de ses victimes et ne va montrer absolument aucune émotion, donc là déjà on voit un peu le personnage et ce dont il est capable puisque visiblement il n'éprouve absolument rien devant une personne qu'il a violemment fait souffrir et volontairement surtout. Et donc à l'issue de ce jugement, l'accusation de viol est requalifiée en attentat à la pudeur, ce qui va faire qu'il va écoper seulement de 7 ans de prison, dont 2 avec sursis. Et en fait avec les remises de peine, puisque c'est-à-dire que ça fait déjà un moment qu'il est en prison en attente de son jugement, et avec les remises de peine, il ne sortira finalement que 4 mois après le jugement.
Michel Fourniret et Monique Olivier, ils se rencontrent par le biais de petites annonces que Michel va poster dans un magazine alors qu'il est encore en prison. Donc on est à l'époque en 1986 et il se sent seul et il va publier cette annonce et Monique va y répondre. Suite à ça, ça va être des dizaines et des dizaines de lettres qui vont être échangées entre les deux, dans lesquelles ils se racontent toute leur vie, surtout Monique Olivier qui se confie beaucoup à Michel Fourniret et qui lui confie beaucoup de sa vie sentimentale, des problèmes qu'elle a pu rencontrer avec des ex-compagnons. Et elle trouve en Michel Fourniret un confident et quelqu'un surtout qui va la rassurer et une épaule en fait sur laquelle pleurer. Donc Monique Olivier est clairement en manque affectif, elle va donc se livrer complètement et ça va très rapidement être le coup de foudre puisqu'elle va très rapidement tomber amoureuse de Michel Fourniret. Et ce, même en connaissant son passé, puisqu'elle connaît les raisons pour lesquelles il est en prison, elle va même assister à son procès, donc elle sait absolument quel genre d'homme il est, mais ça ne va absolument pas l'effrayer, au contraire, elle va continuer cette relation avec lui. Ils vont continuer à s'échanger des lettres et vont finalement déboucher sur un pacte qu'ils vont faire tous les deux et qui va être tout simplement que Fourniret s'engage à venger Monique de ses ex en les éliminant en fait. Et que de son côté, Monique devra aider Michel Fourniret à enlever des jeunes filles vierges. N'importe qui de normalement constitué aurait fui, je pense, devant une telle proposition, mais Monique, ça l'enchante, elle est ravie de ce pacte et elle va continuer, bien entendu, d'entretenir cette relation avec Michel Fourniret jusqu'à sa sortie, puisque quand Michel sort, Monique est là à l'attendre. Donc Fourniret sort le 22 octobre 1987 et c'est seulement 2 mois plus tard qu'ils vont enlever tous les deux une première jeune fille. Cette première jeune fille c'est Isabelle, elle a 17 ans et elle est enlevée le 11 décembre 1987. Donc en fait ils ont une stratégie qui est assez bien rodée puisque un homme dans une voiture qui demande à une jeune fille de monter, c'est ce que Michel Fourniret faisait jusqu'alors dans ses agressions sexuelles, ça effraie souvent, il était tout le temps obligé de menacer sa victime, alors que là, avec Monique, c'est beaucoup... les filles se méfient beaucoup moins en tout cas, puisqu'elles ont tendance à plus faire confiance à une femme. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc Monique l'aborde seule d'abord en lui demandant une direction et elle lui demande de monter avec elle pour pouvoir bien lui montrer. Et Isabelle, qui est alors âgée de seulement 17 ans, ne se méfie pas et va monter avec Monique. Sauf que à peine quelques mètres plus loin, ils croisent donc un autostoppeur qui demande à être déposé à une station essence. Mais cet autostoppeur n'est autre que Michel Fourniret qui donc monte dans la voiture et se place derrière Isabelle. Le piège se referme et Fourniret finira par passer un lien autour du cou d'Isabelle et ils l'emmèneront comme ça dans leur maison. Donc ils l'emmènent à l'étage et Michel va tout simplement la violer alors que Monique est toujours dans la pièce, donc elle est vraiment bien au courant de ce qui se passe et elle encourage même Michel Fourniret à le faire. Et Michel va finir par l'étrangler et se débarrasser de son corps dans un puits. Donc ils ont alors commis leur premier crime ensemble et une semaine plus tard, Michel Fourniret va à son tour tenir la promesse qui était dans leur pacte en fait, qui était donc de se venger des ex de Monique Olivier. Et ils vont commencer par son premier mari qui est donc André. Et donc ils se rendent chez lui, mais celui-ci est absent. Donc ils avaient bien entendu dans l'idée de le tuer, très clairement, mais étant donné qu'il est absent, ils vont se venger d'une autre manière, puisque André est peintre, et ils vont brûler toutes les toiles qui se trouvent dans son appartement, pour ensuite partir de chez lui et rentrer chez eux, comme si de rien n'était. Donc en 1988, l'année suivante, ils s'installent tous les deux dans les Ardennes, se marient, et auront même un fils qui s'appelle donc Selim. Et c'est quelques mois plus tard qu'ils réitéreront un autre enlèvement d'une jeune femme qui s'appelle Fabienne et elle a 20 ans. Elle disparaît et c'est le 4 août 1988 qu'on retrouvera son corps dans le département de la Marne. Elle est morte abattue à bout portant puisque le corps n'est pas en grand état de décomposition, donc on peut quand même voir assez bien les causes de la mort et on constate donc qu'elle est morte abattue. Donc le couple a repéré Fabienne et c'est Monique qui va se charger de l'attirer encore une fois et de l'emmener au domicile donc des Fourniret. Et donc à leur domicile, elle monte la jeune femme dans une des chambres et là elle va vérifier sa virginité avant de la donner en quelque sorte à Fourniret, c'est-à-dire que quand elle constate que
Fabienne est bel et bien vierge, et ben elle dit à Michel Fourniret que tout est ok et Michel Fourniret va aller la violer avant de la tuer. L'année suivante, en 1989, le couple va être observé d'assez près puisqu'ils vont faire l'objet d'une enquête de la part de la police aux frontières. Donc c'est une enquête qui ne concerne absolument pas des disparitions suspectes ou quoi, ou en tout cas pas du tout dans le même registre que les agressions sexuelles. Mais c'est une enquête parce qu'ils viennent d'acquérir un château, donc ce qui est quand même assez impressionnant. Donc c'est le château de Sautou. Et ils viennent de l'acquérir alors que quelques mois avant, ils vivaient dans une situation qui était assez précaire, ils n'avaient pas du tout une maison très imposante, et là ils ont d'un coup les moyens d'acheter un château à plus d'1 million de francs. Donc ça, forcément, ça attire la police et ça attire sur eux les regards et les soupçons, forcément. Et ils se posent bien entendu la question de d'où sort cet argent, comment est-ce qu'ils ont réussi à acquérir un château alors que une semaine avant, ils étaient fauchés. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc Michel Fourniret a en effet payé cash en plus d'1 million de francs, et cette fortune il la doit à un homme qu'il a rencontré en prison, donc quand il était incarcéré. Il était dans la même cellule qu'un certain Jean-Pierre, donc il était en prison avec lui, et Jean-Pierre et Michel Fourniret se lient d'amitié en prison et leur amitié continue puisque Michel Fourniret continue d'aller rendre visite à Jean-Pierre même après sa sortie de prison. Et à un moment donné, Jean-Pierre le demandera à Fourniret de lui rendre un service en échange de 500 000 francs. Ce service, c'est d'aller déterrer un trésor qu'il a, donc qui est composé de lingots d'or et de pièces d'or et tout. Un trésor donc qu'il irait déterrer et qui serait ensuite stocké chez sa femme qui s'appelle donc Farida. Et en échange, donc il gagnerait 500 000 francs. Fourniret accepte immédiatement et donc peu de temps après, il se retrouve avec donc la femme de Jean-Pierre, Farida, pour aller déterrer ce fameux coffre. Il aide à le déterrer et le coffre est stocké bel et bien chez Farida. Donc après ce service rendu et en attente donc des 500 000 francs que Jean-Pierre lui a promis, en fait Michel Fourniret et puis même Monique Olivier, le couple, se dit qu'il pourrait avoir bien plus, puisqu'en ayant vu le trésor et la quantité d'or qu'il y avait, ils se disent d'un coup que 500 000 francs c'est peu payé et que ils vont trouver un moyen pour obtenir encore plus. Ce moyen, c'est tout simplement de piéger Farida qui possède le trésor, et donc ils emmènent Farida dans une carrière où ils vont l'assassiner. En l'assassinant, ils ont donc le champ libre pour aller à son domicile et pour voler le trésor sans que personne ne les soupçonne eux, puisque qu'il y avait seulement Farida et Jean-Pierre, mais qui est en prison, qui étaient au courant qu'ils avaient été et qu'ils étaient au courant pour le trésor. Ce qui est quand même fou, c'est que Monique Olivier va mettre en scène vraiment, pour pas qu'on les soupçonne, va mettre en scène tout un tas de choses. Elle va donner des coups de fil à la famille de Farida pour dire à quel point elle s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Farida, alors que quelques jours avant, ils l'ont assassiné de sang-froid et ils l'ont enterré de sang-froid pour voler un trésor. Donc en 1990, alors que le couple Fourniret a assassiné la femme de Jean-Pierre, Fourniret continue d'avoir des contacts avec celui-ci. Et malheureusement, ça va encore une fois lui retomber dessus, cette relation avec Jean-Pierre, puisque Jean-Pierre va se faire soupçonner de faire partie d'une organisation terroriste. Et en voyant que Michel Fourniret a des contacts proches avec Jean-Pierre et en voyant que d'un coup il arrive à posséder un château, ils se disent que peut-être le château sert de base ou quoi, et donc ils vont se rendre en perquisition chez Michel Fourniret et ils vont perquisitionner le château. Mais malheureusement, ils ne vont rien trouver du tout. Donc ils ne trouvent rien en lien avec une quelconque organisation terroriste, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a 2 corps qui sont enterrés dans le jardin du Sautou, 2 corps de jeunes filles que les Fourniret ont enlevées et puis assassinées. Ce sont les corps de Jeanne-Marie qui était âgée de 21 ans et d'Elisabeth qui était âgée de 12 ans et qui étaient toutes les deux disparues depuis 1989. Malheureusement, assez rapidement, il y a une autre victime qui va s'ajouter à la liste déjà longue des victimes du couple Fourniret.
À ce moment-là, ils vont être jugés donc pour avoir brûlé les tableaux d'André, donc qui était le premier mari de Monique Olivier, et en sortant de leur jugement, donc ils écopent chacun d'une très petite peine. C'est une peine qui est minime, avec sursis pour Monique Olivier, et puis c'est très peu aussi pour Michel Fourniret, donc en fait ils ressortent assez facilement et sans grande attention. Et c'est là qu'ils vont repérer donc une autre jeune fille qui s'appelle Natacha, et elle va être enlevée alors que Selim, leur fils, est dans la voiture sur la banquette arrière, donc celui-ci va vivre avec eux l'enlèvement de cette jeune fille. Et donc ils vont emmener Natacha sur une plage sur la côte atlantique, donc vers Nantes et tout, où ils vont finalement la tuer et l'enterrer. Sauf que bien sûr, à leur retour au château, tout ne se passe pas comme prévu puisqu'ils ont des problèmes. Jean-Pierre vient en effet de sortir de prison et là il découvre toute la supercherie, c'est-à-dire il découvre que les Fourniret ont acheté un château et que s'ils ont acheté un château, c'est forcément avec l'argent du trésor qu'il avait demandé à Fourniret de déterrer avec sa femme. Et donc Jean-Pierre se rend au château et tombe sur Monique, mais Michel Fourniret n'est pas là puisqu'il s'est échappé quelques minutes avant en le voyant arriver. Et il va menacer Monique tout simplement, donc Monique va réussir à le calmer, mais le couple va quand même paniquer quand Monique Olivier va expliquer à Michel Fourniret ce qui s'est passé. Et ils vont partir en Belgique pour s'installer à Sartustine. Donc ils ont déménagé de leur château, ils se retrouvent dans une petite maison en Belgique et le 5 mai 2001, il y aura une autre victime qui va être faite, une victime que Michel Fourniret va faire seul, puisqu'après, à partir de ce moment-là, toutes les victimes de Michel Fourniret, il les enlèvera seul, il les tuera seul, et n'aura plus la complicité de Monique Olivier qui pouvait attirer ses précédentes victimes. Et donc là, Manania, qui est âgée de 13 ans, est enlevée à Sedan. Donc en fait, elle disparaît à Sedan, mais on découvre plus tard qu'elle a été enlevée. Et donc pour sa disparition, quand elle est portée disparue, les recherches sont intenses, puisqu'on utilise des caméras thermiques, il y a beaucoup de battues qui sont faites avec des chiens, mais en vain. Et c'est le 1er mars 2002 qu'on va retrouver d'ossements humains qui sont accompagnés d'une bague et de vêtements. Et donc là les parents vont être mis au courant et vont bel et bien identifier leur fille, ou en tout cas voilà, c'est leur fille qui est décédée, mais l'état de décomposition est bien trop avancé pour estimer comment elle est morte, quand elle est morte. On peut pas vraiment dire grand chose en fait dessus. Son corps, enfin ses ossements ont été retrouvés en Belgique, donc dans un bois à 25 km environ de Sedan. Et malgré l'état de décomposition et donc les difficultés à l'autopsie que le médecin peut avoir à identifier toutes les causes, etc., on remarque quand même des similitudes avec un autre meurtre qui était arrivé 1 an et demi avant à Charleville-Mézières, donc c'est à 20 km de Sedan, donc dans la zone géographique c'est quand même assez proche. Et c'était cette fois-ci une jeune fille qui s'appelait Céline, qui avait 18 ans au moment des faits et qui était elle disparue le 16 mai 2000. Et c'était 2 mois plus tard, donc le 22 juillet 2000, que ses restes avaient été retrouvés dans le bois de Sunny en Belgique. Donc c'est très similaire parce qu'à chaque fois, donc des jeunes filles qui disparaissent dans une zone géographique déterminée, assez proche à chaque fois, et qui sont retrouvées donc dans des zones boisées en Belgique. Les coïncidences sont fortes et les similitudes aussi. Et donc les policiers sont convaincus, de plus en plus convaincus en tout cas, que les deux affaires sont liées, mais ils n'ont pas vraiment de preuves ou de quoi le prouver, jusqu'à un rebondissement qui va se produire 1 an et demi après, puisqu'une jeune fille du nom de Marie va se faire agresser et enlever, et celle-ci va réussir en fait à s'échapper. Elle racontera aux policiers qu'elle s'est faite enlever donc, dans une camionnette blanche, qu'elle a été attachée à l'arrière et que par miracle elle a réussi à défaire ses liens et qu'elle a profité que la voiture s'arrête à un stop pour s'échapper et courir. À ce moment-là donc elle court et elle tombe sur une femme à qui elle va demander de l'aide. Elle va lui dire ce qui vient de se passer en fait, qu'elle vient de se faire enlever et qu'il faut prévenir la police. Et énorme coup de chance, la camionnette qui a enlevé Marie repasse dans l'endroit où étaient la femme et Marie et
la femme va réussir à noter la plaque d'immatriculation de la camionnette. Donc arrivé au commissariat, il donne cette plaque d'immatriculation en expliquant donc tout ce qui s'est passé, et cette plaque d'immatriculation permet de remonter donc à une Française. La voiture est au nom d'une Française qui s'appelle Monique Olivier et qui vit avec son mari Michel Fourniret et leur fils à Sartustine. Donc ils vont fouiller un peu plus du côté aussi de la police française pour se renseigner un peu sur ce couple, et ils vont découvrir que Michel Fourniret a déjà été condamné pour des agressions sur des jeunes filles. Et donc là, il y a beaucoup de coïncidences qui n'en sont pas en fait, puisqu'ils vont se rendre finalement au domicile des Fourniret pour perquisitionner en fait le tout. La camionnette de Michel Fourniret est examinée et alors dedans on retrouve des vêtements pour enfants, des masques inhalateurs, des capsules d'éther, des liens et des cheveux, beaucoup de cheveux. On trouvera aussi des traces de sang et des préservatifs, donc là ça le rend encore plus suspect dans cette affaire. Ils vont même finir par aller dans la maison et par perquisitionner la maison, où ils vont trouver tous les échanges que le couple avait pu se faire donc en prison, etc. à l'époque où ils commençaient tout juste à se parler. Et donc vraiment ces lettres, elles reflètent la relation assez malsaine qu'ils entretiennent tous les deux. Et ils découvrent aussi des armes, et ça va leur suffire pour arrêter Michel Fourniret et pour aller l'interroger. Parce qu'en effet, le profil de Fourniret correspond vraiment beaucoup. En effet, c'est un forestier, il a un véhicule qui correspond complètement à un véhicule qui pourrait servir à transporter des jeunes filles. Il est originaire des Ardennes, donc il connaît très bien la région où ont été enlevées les jeunes filles. Et il est belge, donc il connaît aussi les alentours de la Belgique, donc tout ce qui est les bois et tout, où ont été retrouvés les corps de Manania et de Céline. En plus de ça, donc le témoignage de Marie va venir confirmer beaucoup de doutes de la police, puisqu'elle va dire qu'il lui a fait des attouchements avant de lui demander si elle avait déjà eu des rapports sexuels avec quiconque, et ensuite en lui faisant comprendre qu'elle allait en avoir avec lui. Donc là on est rendu en 2004, ça fait depuis 2003 que Michel Fourniret est incarcéré, mais il y a un énorme manque de preuves qui fait que c'est un peu la panique parmi les policiers, ils ne savent plus quoi faire, puisqu'à tout moment en fait ils peuvent le relâcher, puisque ça fait déjà 1 an qu'il est en détention provisoire, mais ils pourront pas le garder indéfiniment, sinon rien du tout. Donc le 22 juin 2004, ils vont interroger Monique Olivier et vont tenter le tout pour le tout en essayant réellement de la faire craquer. Leur but c'est vraiment d'obtenir des aveux, et en fait leur stratégie ça va être de mettre sous les yeux de Monique Olivier une photo de la femme de Marc Dutroux, donc qui s'appelait Michel, et ils vont lui mettre cette photo en lui faisant comprendre qu'elle finirait comme elle, que son mari peut écoper de dizaines d'années de prison, et ça va suffire pour l'impressionner, et elle va finir par tout avouer. Elle va d'abord avouer que c'est son mari qui a tué Céline et Manania, et elle va aller plus loin encore, puisqu'elle va aussi dire qu'il a violé et tué 7 autres jeunes filles, donc ça fait un total de 9 meurtres. Donc là ils ont des aveux qui les avancent beaucoup dans leur enquête, et ils vont finalement confronter Michel Fourniret à ses aveux. Celui-ci va dire tout simplement que il n'a pas tué Céline et Manania, mais qu'en effet il est responsable de 6 meurtres. Donc on pense qu'il n'a pas avoué les derniers meurtres tout de suite, parce qu'il se disait qu'en fait les anciens meurtres devaient être prescrits et que il n'aurait rien pour cela. Et donc en n'avouant pas les meurtres les plus récents, il risquait rien en fait. Mais finalement sous la pression, il finit par reconnaître 8 meurtres sur 9, donc en incluant les meurtres de Céline et Manania, donc il les ajoute à la liste des 6 meurtres déjà qu'il avait avoués, et déclare que oui c'est bien lui qui a tué Céline et Manania. Cependant, il n'avoue donc que 8 meurtres sur 9, et la dernière victime, elle ne sera jamais identifiée. Donc il avoue absolument tout aux policiers, donc comment il a tué ces jeunes filles, il détaille absolument tous ses meurtres et tous ses enlèvements, et il va déclarer aussi l'endroit où sont enterrés les corps des fillettes qu'il a tuées. Donc en 2004, après ses aveux, ils vont retourner au château de Sautoux pour retrouver le corps des 2 jeunes filles qui y sont enterrées, donc le corps de Jeanne-Marie et d'Elisabeth.
et ils vont se rendre là-bas et Michel Fourniret va leur indiquer précisément l'endroit où sont enterrés les corps. Mais dans un premier temps, il ne se souvient visiblement pas de tous les corps qu'il a pu enterrer, puisqu'il y en a un qui reste introuvable, c'est le corps d'Isabelle, puisque il déclare l'avoir enterré, enfin l'avoir jeté dans un puits, mais ce puits-là, on ne le retrouve pas, on fouille tous les puits de la région, mais on n'arrive pas à mettre la main dessus. Et c'est finalement quand Michel Fourniret va faire un croquis de l'endroit que par chance ce croquis va être diffusé et que quelqu'un va reconnaître cet endroit et va les mener au puits qu'il pense être le puits du croquis. Et c'est en effet là-dedans qu'on va retrouver les ossements de la jeune Isabelle. On est rendu 4 ans après les fameux aveux de Michel Fourniret et donc le 27 mars 2008, il va devoir s'expliquer devant la justice puisque son procès s'ouvre. Le procès va durer près de 2 mois et Michel Fourniret, lui, va arriver donc avec Monique Olivier puisqu'ils sont deux dans le box des accusés et Michel Fourniret va arriver en posant immédiatement des conditions très claires puisqu'il va déjà refuser un procès public en brandissant une pancarte sur laquelle il notait « Sans huis clos, bouche cousue ». Donc le procès se déroule et là on repasse en revue tous les crimes qui ont été commis avec toutes les preuves à charge, le déroulé, les reconstitutions aussi. Et on repasse tout ça et on s'intéresse donc au profil aussi de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Puisqu'à ce moment-là aussi, Monique se pose beaucoup en victime pendant le procès. Elle se met souvent dans ses réponses comme étant sous influence de Michel Fourniret et donc n'étant pas vraiment responsable ou en tout cas n'ayant pas voulu en arriver à ces meurtres. Donc pour ce qui est de Monique, on va faire un retour vite fait sur son enfance puisqu'en effet elle a une enfance globalement sans problème mais c'est à l'âge adulte qu'elle va connaître un peu des moments difficiles. À l'âge de 22 ans, donc elle se met en couple avec André qui lui a 13 ans de plus qu'elle et ils vont avoir ensemble 2 enfants. Elle finira par le quitter après soi-disant des violences de sa part puisqu'elle dit donc que André était très violent et qu'elle en pouvait plus et que donc elle a fini par partir. Donc elle aura par la suite un autre compagnon qui lui s'appelle Marc et leur mariage ne durera que 6 mois et en fait c'est rapidement après qu'elle va rencontrer Michel Fourniret donc par le biais de cette annonce. Donc pendant le procès ils se rendent assez compte que Monique Olivier n'est sans doute pas la victime innocente dans cette affaire et qu'elle a elle aussi une personnalité particulièrement perverse. Ils viennent même à se poser la question si la présence de Monique Olivier n'aurait pas accéléré l'escalade dans le crime de Michel Fourniret et ne l'aurait peut-être même pas poussé à tuer puisqu'avant l'arrivée de Monique Olivier, c'est vrai qu'il n'avait jamais tué aucune de ses victimes. À chaque fois, il les agressait sexuellement, les violait, puis les relâchait sans les tuer. On suppose encore une fois que sa présence lui aurait donné assez d'assurance pour pouvoir commettre un meurtre. Et d'ailleurs on voit que cette assurance il le gagne au fur et à mesure des meurtres puisqu'il commence à tuer en présence de Monique Olivier et dans les derniers crimes qu'il va perpétuer, il sera tout seul. Le 22 mai 2008, la perpétuité incompressible est requérie pour Michel Fourniret et pour Monique Olivier, on requiert la perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Et le 28 mai, donc, il est condamné à perpétuité donc, pour Michel Fourniret, donc il ne sortira jamais de prison parce qu'il est considéré dangereux pour le reste de sa vie. Et Monique Olivier, elle, est condamnée également à perpétuité avec une peine de sûreté de 28 ans. Ils sont réellement reconnus coupables donc, de 7 meurtres, puisqu'en effet donc, le corps de Farida d'ailleurs n'a jamais été retrouvé et donc il ne sera jamais réellement jugé pour ce meurtre-là. Mais même après le procès, il y a quand même un doute qui plane et une ombre qui plane au-dessus du couple Fourniret et sur la certitude qu'ils auraient réellement tout livré, puisqu'on soupçonne en effet qu'il y ait fortement d'autres victimes, puisque sur sa période d'agissement, on va dire, qui est donc entre 1987 et 2001, il y a quand même de grandes chances qu'il ait assassiné d'autres jeunes filles et qu'il ait caché ça aux policiers. Une des victimes notamment qu'il est soupçonné d'avoir tué, c'est la petite Estelle Mouzin. Donc si vous connaissez l'affaire, vous voyez très bien de quoi je parle. C'est vrai qu'à l'époque, elle avait fait un grand bruit et qu'elle a continué pendant beaucoup d'années, même aujourd'hui encore, à résonner et à faire du bruit encore, puisque c'est une affaire qui n'a jamais été résolue. En tout cas jusqu'à il y a peu de temps.
On ne savait pas qui pouvait avoir enlevé cette petite. Et Michel Fourniret, lui, a toujours nié son implication dans cette affaire. Et il a déclaré même que pour son alibi, il avait passé un coup de téléphone à son fils. Sauf que celui-ci dit ne se rappeler d'aucun coup de fil. Et quand bien même il aurait passé un coup de téléphone, Monique Olivier aurait très bien pu être à l'origine de celui-ci et donc fournir un alibi à son mari, puisque le couvrir n'a jamais été un problème pour elle, elle l'a toujours fait dans tous ses crimes. On découvre aussi qu'en dehors de Estelle Mouzin, il serait potentiellement impliqué dans 2 autres meurtres qui ressemblent beaucoup à sa manière d'agir. Donc on a Johanna, qui était une Anglaise de 20 ans, qui a disparu en 1990 et qui a été violée et étranglée dans Lyon. Et on a aussi Marie-Angèle qui était âgée de 19 ans, qui avait disparu en 1988 dans la ville où le couple vivait à ce moment-là. Donc là, les soupçons sont encore plus grands. En plus de ça, ce qui nous fait dire que Michel Fourniret serait responsable de beaucoup plus de crimes, c'est que dans son camion, dans son fourgon, là où il transportait ses victimes, on avait retrouvé donc beaucoup de cheveux. Et dans ces cheveux, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait près d'une trentaine d'ADN inconnus. Donc ce qui donne une possibilité d'autres victimes qui est assez énorme. Et puisque ces cheveux pourraient appartenir en fait à plein d'autres victimes. Donc finalement, pour l'affaire Estelle Mouzin, Michel Fourniret, si vous avez suivi un peu l'actualité, vous devez le savoir, il avait avoué quelque temps avant sa mort qu'il était en effet le responsable de ce meurtre. Et fin 2020, il avait même donné des indications sur l'endroit où il avait enterré le corps, mais malheureusement, ces indications n'ont mené nulle part puisqu'on n'a toujours pas retrouvé le corps d'Estelle Mouzin. Sa femme ira aussi dans ce sens-là puisqu'elle déclara que l'alibi de Michel Fourniret était faux et que c'était elle qui était au bout du fil pour ce fameux coup de fil qui lui servait d'alibi jusqu'à maintenant et que c'était en effet elle qui avait passé le coup de fil et donc que Michel Fourniret n'était pas au domicile à ce moment-là. Il déclare même qu'elle aurait été assassinée dans leur maison à Ville-sur-Lume. Et en effet, en août 2020, on retrouve l'ADN partiel d'Estelle Mouzin sur un matelas dans la maison donc, de Ville-sur-Lume où Monique avait dit que la petite Estelle Mouzin avait été assassinée. Finalement, Michel Fourniret mourra à l'âge de 79 ans, donc en mai 2021, donc c'est assez récent. Donc aujourd'hui, pour Monique Olivier, donc elle est encore en prison et elle est sur le point de se faire juger pour les affaires d'Estelle Mouzin, de Marie-Angèle Dommerre et de Johanna Baruch. Donc c'est très probable qu'elle se fasse juger pour ces 3 affaires dans lesquelles Michel Fourniret et elle-même seraient probablement impliquées. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de cette affaire qui est assez folle, très honnêtement, parce qu'il y a eu tellement d'occasions, je pense, d'arrêter Michel Fourniret, tellement de coïncidences qui auraient dû être vues, à mon avis, mais qui n'ont pas été, bref. Dites-moi dans les commentaires tout ça, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et moi je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!